Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui je vous emmène dans l'œil de Pierre-Louis Ferrer, photographe de l'invisible et de l'imperceptible. Mon invité d'aujourd'hui est un double coup de cœur parce que, et lui-même ne le sait pas encore, je l'ai connu par le plus pur hasard, par deux biais très différents. Le premier, c'est le groupe de street photographie que j'ai déjà mentionné dans l'épisode de Cyril, où il est en train de s'installer tranquillement et sans bruit comme membre permanent. Et le second, au hasard d'une recherche en ligne sur du matériel, où je suis tombé par hasard sur un test de l'objectif qui m'intéressait sur son site, qui m'a amené à enchaîner beaucoup d'articles avant que je réalise que « Ah, tiens, je connais ce photographe-là ». Son œil est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir, parce qu'il utilise des techniques dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais dont vous ne vous êtes jamais approché. Mais surtout parce que son état d'esprit est aligné sur cette approche très différente de la photographie et qu'il voit à tous les niveaux des choses que vous et moi ne voyons pas. Bienvenue dans l'œil de Pierre-Louis Ferrer. Pierre-Louis, bonjour. Bonjour Julien, et merci de m'accueillir ici. Merci d'être là. On va attaquer directement dans le vif du sujet. Allez. Je vais te demander déjà dans un premier temps de faire une petite présentation succincte de ta vie et de ton parcours. D'accord, alors je suis un photographe professionnel de 31 ans qui vit en région parisienne. Initialement, j'ai une formation en ingénierie d'optique et des capteurs numériques qui m'a amené à pratiquer une photographie très technique. Par la suite, je pratique la photographie depuis 10 ans à peu près, mais on va en reparler je pense. Professionnellement depuis ? Et depuis 3 ans, 4 ans maintenant, ça passe très vite. Depuis 4 ans, je suis photographe professionnel. Tu as été ingénieur donc avant d'être photographe. J'ai travaillé 5 ans dans l'industrie aéronautique et de la défense, sur des systèmes de vision infrarouge thermique principalement, ou des baies de commande, voilà, donc c'est rien de très sexy. Tout s'explique quand même, puisque Oui. infrarouge, forcément, ça t'a amené une expertise dans ton domaine de prédilection qui était déjà visible, déjà perceptible. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai beau être photographe, c'est pas un domaine dans lequel je saurais te dire grand-chose. C'est quoi la photographie infrarouge ? C'est quoi la photographie ultraviolet ? C'est pas la même chose, je crois. Je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on va faire un peu de physique. Dans photographie infrarouge et photographie UV, avant tout, il y a photographie. Donc, l'approche de prise de vue est la même qu'en photographie classique, sauf que la matière première que l'on va photographier, elle, n'est pas la même, à savoir que l'on va photographier dans le domaine de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. Ces deux domaines sont de part et d'autre du spectre visible, donc qui va du bleu au rouge profond, et interagissent différemment avec notre environnement que ce que l'on peut voir. Et donc le but de la photographie infrarouge ou de la photographie UV, ça va être d'imager l'effet, donc la réflexion et l'absorption de l'infrarouge ou de l'UV dans notre environnement, et donc de dévoiler un univers alternatif qui ne repose pas sur la même physique de la lumière que celle que l'on peut voir. Donc on voit quelque chose de très différent selon qu'on voit les UV ou qu'on voit l'infrarouge. Tout à fait. L'infrarouge, lui, est plutôt appliqué à la végétation, à tout ce qui est organique, même la peau, parce qu'il va être réfléchi sur les feuilles des arbres notamment, et donc son effet va être principalement visible à ce niveau. Il va aussi créer des effets très contrastés du ciel parce que la couche d'ozone va absorber les infrarouges, et donc les bleus vont être très très sombres. Là où l'ultraviolet, lui, a un effet un peu plus, mutagène, on va dire, sans vouloir faire peur, c'est-à-dire qu'il va traverser davantage la matière, et donc il va être amené à révéler ce qui se passe derrière les premières couches du visible. Voilà. Donc deux rendus complètement différents pour deux types de sujets différents. Comment ça se passe concrètement ? Les appareils doivent être modifiés, il me semble ? Tout à fait. Les appareils photo de base sont bridés par les constructeurs au niveau de leurs capteurs pour ne capter que ce que l'on peut voir. Quand on prend une photo, on veut que la photo qui en résulte concorde avec ce que l'on voit, avec nos yeux. Et donc pour éviter des shifts de couleur ou de balance des blancs, on va mettre devant un capteur qui a une sensibilité spectrale plus étendue que l'humain, un bout de verre qui va
filtrer les infrarouges et les UV. Et donc pour pouvoir faire de la photographie infrarouge ou UV, on va retirer ce filtre et on va utiliser en complément des filtres sélectifs qui ne vont garder que le domaine infrarouge ou que le domaine ultraviolet. Donc tu sors le filtre intégré à l'appareil, mais tu en rajoutes au niveau de ton objectif devant les objectifs pour sélectionner ce qui va rentrer. Il y a des filtres différents de différentes puissances, on va dire. Oui, il y a des filtres plus ou moins sélectifs dans les domaines infrarouge et UV qui vont donner une photo plus ou moins pure en photographie, en ultraviolet ou en infrarouge, et qui donc vont donner des rendus différents en termes de couleurs principalement. Ce qui explique, si on va sur ta page Instagram, qu'il y ait des photos à une dominante plus rouge, des photos à une dominante plus jaune. Tout à fait. Plus on apporte de lumière visible en plus de l'infrarouge, plus on va avoir de tonalités différentes en plus, qui vont être appliquées sur les matières sensibles à l'infrarouge. Ma question suivante, tu y as plus ou moins répondu déjà, c'était comment est-ce que tu es arrivé à faire de la photographie infrarouge ? Alors j'ai répondu à quand ? Infrarouge ou UV, ce type de photo en tout cas. Ce type de photo, ok. Eh bien par mes études. J'étais passionné par la lumière, par la physique de la lumière en fait. Comment est-ce qu'un matériau invisible peut avoir autant de propriétés et peut nous entourer, nous permettre de percevoir notre monde sans que cela paraisse étrange. Et comment est-ce que l'on peut voir au-delà de nos yeux et pallier aux limites en fait de nos yeux. Donc oui, c'est par l'intermédiaire de mes études et de mes premières expériences professionnelles que j'ai été amené à découvrir la photographie infrarouge et à l'appliquer à un domaine plus artistique. D'accord. Après, on va voir que tu as pas mal développé ce côté artistique justement. Oui. C'est assez amusant de voir qu'on part d'un sujet extrêmement technique et qu'on peut développer un œil assez dingue et assez original. Et je vous encourage à aller sur le site de Pierre-Louis, mais vous irez certainement après cette émission pour voir ce qu'il fait. C'est très différent. On va passer, après cette présentation rapide, mes questions rapides, pas rapides. Je te rappelle le concept. La première fois, c'était des questions qui étaient censées avoir une réponse relativement rapide de quelques mots. On s'est rendu compte qu'en fait, cette réponse pouvait en dire un petit peu sur la personne qui répondait, mais qu'en réalité, si on développe, c'est beaucoup plus intéressant. La première question, elle est toute bête, c'est d'où viens-tu ? Eh bien, je viens de région parisienne. T'es né à Paris ? Je suis né à Paris, j'ai vécu dans le 78 et j'ai fait mes études entre Versailles et Caen. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à la photo ? Une envie de m'évader des études. Quand je suis entré en prépa, l'ambiance était assez dure, très, très, très studieuse, très technique. Peu de temps pour me construire humainement, parce que quand on est à l'adolescence, on découvre un peu qui l'on est, mais quand on est plongé dans les études, on n'a pas trop de bulles d'oxygène. Et du coup, à mes 18 ans, j'ai décidé d'investir dans Reflex. Voilà, sur un coup de tête, c'est quelque chose qui me semblait intéressant, de pouvoir faire de la photo en complément de mes études. Voilà. C'était en 2006, donc quand tu as commencé la photo. En 2006, photo. tout à fait. Donc du coup, ton premier appareil, c'était un numérique ou un argentique ? C'était un numérique. La génération numérique. Mais juste à l'avènement du numérique grand public. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un Canon 400D, qui aujourd'hui est un dinosaure, mais qui m'a bien servi à l'époque. Et pour aller un peu plus loin, au-delà de l'aspect technique de l'appareil, c'est surtout le contexte de l'époque où justement il y avait très peu de tutoriels en ligne et de moyens de se former rapidement, qui m'a permis d'expérimenter petit à petit les différents réglages de mon appareil, de les découvrir, de faire des photos banales mais qui pour moi étaient fantastiques, comme figer des gouttes d'eau d'une cascade, et qui m'a permis de conserver cette logique d'expérimentation au fil de ma pratique. D'accord. Du coup, tu n'as jamais développé un film toi-même ? Alors, je fais de la photo argentique depuis 2 ans. Ah, quand même. Oui, mais j'ai la phobie de la chimie. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait des études de sciences de l'ingénieur et pas de chimie. Et du coup, tout ce qui est dosage et température et temps d'application d'un film, non, je ne suis pas encore prêt. Mais tu fais de l'argentique quand même. Je fais un peu d'argentique, oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'argentique, par rapport au numérique ? Pourquoi revenir à l'argentique alors que tu l'as pas connu finalement ? Déjà parce que j'ai pas les moyens d'avoir un moyen format numérique. Et donc pour avoir un format de prise de vue plus grand, donc je fais du 6x6 maintenant,
Pour l'approche très contemplative, très centrée sur l'observation de l'environnement et l'observation. Voilà, ce calme en fait que l'on peut trouver si on fait de la pêche. Par exemple, on pêche, mais on est plus là pour être dans un endroit calme et naturel que sortir du poisson. Là, c'est pareil, je suis plus là pour me promener et observer mon environnement avec un œil à l'affût plutôt que de sortir 40 photos superbes. D'accord, donc tu t'en vises une. Je vis 50% sur une pellicule. D'accord, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. En argentique, le capteur est remplacé par la pellicule. Et vu que les pellicules infrarouges, les pellicules infrarouges couleur ne sont plus produites par Kodak malheureusement, et les pellicules argentiques noir et blanc en infrarouge, elles, n'ont pas trop d'intérêt par rapport à ce que l'on peut avoir en numérique. Du coup, je fais principalement du paysage et de l'architecture dans le visible en argentique. Et je délaisse de plus en plus mon appareil numérique traditionnel pour faire de la photo dans le visible. Comment tu as pris la photo? Tu disais qu'à l'époque où tu as commencé, il n'y avait pas de tutoriel en ligne aussi facilement accessible qu'aujourd'hui. C'était quoi ta source d'inspiration et c'était quoi tes sources d'information? Le manuel de mon appareil, tout simplement, qui m'expliquait à quoi servait tel réglage et quels étaient les effets attendus sur des schémas moches, mais au moins qui parlaient un minimum. Et surtout, j'ai progressé très très lentement. Forcément, quand on n'a pas de perspective étendue par des tutoriels en ligne ou écrits, et que notre progression est limitée à notre environnement et à notre capacité à se bouger pour sortir de notre zone de confort, on évolue difficilement, on évolue lentement, mais sur des bases plus solides, je trouve, qu'actuellement, où on peut partir très vite dans tous les sens et avoir accès à énormément d'informations sans avoir forcément le temps de les digérer et de les appliquer dans de bonnes conditions. C'est amusant ce que tu viens de dire sur le manuel, parce que j'ai un vieux Canon sur mon bureau, un appareil argentique qui doit être à peu près aussi vieux que moi. Il y a quelques années, je ne sais plus si c'était sur celui-là ou un modèle équivalent, mais c'était sur un appareil argentique. J'ai cherché le manuel ça doit être de celui-là, parce qu'à l'époque, en fait, pour mesurer l'exposition, c'était un petit capteur dedans. Il fallait une pile spécifique, il fallait que je trouve comment la référence de la pile, comment la changer, comment calibrer tout ça. Enfin, m'assurer que je faisais tout bien. D'ailleurs, c'est des références de piles qui n'existent plus, mais qui peuvent être remplacées par d'autres qui sont un peu plus puissantes, donc il faut faire des calculs savants dedans. Et en retombant sur ce manuel, j'avais été vraiment choqué par le soin qui était apporté au manuel de l'époque. Je ne sais pas si tu as déjà regardé un vieux manuel d'appareil photo, mais c'est un cours de photo. J'ai dû tomber dessus sur mon appareil argentique, effectivement, aussi. Mais ils expliquent vraiment comment utiliser l'appareil. Voilà. Pas juste à quoi sert tel bouton, ils montrent vraiment à quoi sert. Moi, ça m'avait vraiment surpris à quel point le cours de photo était complet dans le manuel. C'est vrai que c'est quelque chose, si vous n'avez jamais regardé, cherchez, ma référence, ça doit être FTB de chez Canon, mais il y a des modèles F2 de chez Nikon ou ce genre d'appareil, ou même les Leica. Je suis certain que Leica, c'est des bibles qui sont livrées avec directement. Mais c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre dans un vieux mode d'emploi d'appareil photo argentique. On continue avec nos questions. Qu'est-ce qui te plaît dans ta spécialité ? Ce qui me plaît, c'est d'être surpris par les photos que je prends. Et même si je connais à peu près la physique des domaines lumineux que je capte, je suis toujours surpris du résultat et je ne peux jamais à 100% anticiper avant le développement numérique quel sera le rendu de mes photos. Donc c'est aussi ce côté un peu magique de la photographie que j'avais eu au début, tout début de ma pratique. Le simple fait en fait de prendre une photo pour moi est magique, de capter un instant de vie, de le figer, c'est quelque chose qui pour moi est magique. Et si en plus je peux aller au-delà de ce que je peux voir, alors là c'est le summum. Donc c'est vraiment ce qui me passionne dans ma pratique, c'est d'aller au-delà du visible et d'offrir vraiment une vision alternative du monde qui m'entoure, en plus du regard, donc du cadrage que je fais de mes photos. D'accord. Tu vois pas en fait ce que ça va donner, mais est-ce que tu arrives à l'anticiper quand même d'une certaine manière, ou est-ce que y a une part de chance dans tes images ? Alors, avec la pratique, je peux anticiper
suivant le sujet, quels sont les rendus que je peux attendre. Mais comme le rendu est différent d'une matière à l'autre, notamment en termes de tissu pour les vêtements, le rendu des couleurs, lui, je ne peux pas forcément l'anticiper. Aujourd'hui, alors c'est pas une question qui appelle une réponse extrêmement précise. J'attends une réponse générale, mais est-ce que tu gagnes bien ta vie? Au bout de mes 3 ans d'activité, alors il y a eu une baisse de pouvoir d'achat, comme on dit, quand j'ai quitté mon poste d'ingénieur, forcément. Sans entrer dans les détails, si toutes les années pouvaient être comme la dernière année, oui, je serais content. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des photographes préférés? Ça Oui. peut être dans ton domaine, ça peut être dans un domaine plus vaste. Oui, j'ai des photographes préférés, des photographes que j'admire vraiment. Pas seulement pour leurs photos, mais aussi pour leur engagement dans la photographie et au sein des hommes, tout simplement. Donc il y a déjà Sebastião Salgado, pour son dévouement vraiment À son œuvre. à son œuvre qui n'est pas seulement photographique. La photographie n'est qu'un moyen de communication pour lui, et un très beau moyen parce qu'il a une maîtrise hallucinante. Mais voilà, pour tout son dévouement à la cause des hommes, et de la faune et de la flore. C'est un très très grand homme vraiment, que j'ai eu la chance de croiser vite fait à une séance de dédicace de son dernier livre. Et vraiment, je l'admire vraiment. Ensuite, dans la même veine, il y a Don McCullin, qui est un photographe anglais, principalement de conflits, qui lui vraiment a dévoué sa vie à montrer aux gens l'horreur de la guerre. Donc il s'est sacrifié, on va dire, psychologiquement, qui vit des jours paisibles actuellement en Angleterre, dans la campagne, mais qui aussi a une vie très très riche et très très dure. Parce que lorsque l'on veut être un des témoins du monde dans lequel on vit, eh bien, je répète ce mot, mais c'est un dévouement. Voilà, c'est un dévouement, on ne peut pas avoir une vie normale. Ouais. Et le dernier, c'est Richard Moss. C'est un photographe irlandais qui est spécialisé en photographie argentique infrarouge, entre autres, qui lui est aussi un photographe de conflits, de guerre et d'hommes, et qui, dans son approche, donc n'est pas qu'un photographe qui utilise la technique infrarouge argentique, mais qui est surtout un photographe qui utilise des moyens militaires de prise de vue ou de vidéosurveillance pour construire ses reportages. Quand tu parles de moyens militaires, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, la pellicule infrarouge, à la base, a été développée par les militaires pour détecter les camouflages dans les zones arborées, étant donné que les camouflages ressortent normalement en infrarouge, mais que l'infrarouge va uniformiser les tons de la végétation, et donc va permettre de dévoiler des zones militaires. Et donc, lui va appliquer cette technique pour couvrir des événements, et donc va utiliser une technique à la base purement militaire pour faire des photos plus artistiques. Et pour faire un reportage qui dénonce justement les méfaits de la guerre. On enchaîne entre les photographes préférés. Du coup, tes livres préférés, tes photos préférées, c'est celles de ces photographes-là, ou est-ce que tu as des images qui ressortent également dans d'autres photographes et d'autres artistes? Alors, oui, ces photographes ont réalisé des photographies qui sont pour moi les plus marquantes. Ensuite, je peux avoir d'autres photographies en tête dont je n'ai pas forcément le nom des photographes. Voilà. C'est un peu le... Tu t'intéresses plus à la photo qu'à l'artiste qui l'a prise? Je suis d'abord confronté à la photographie qu'à l'artiste. Je vois d'abord son œuvre avant de lire le nom, et je ne suis pas forcément amené ensuite à chercher qui est derrière la photo. Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement ensevelis sous des tonnes et des tonnes de photographies, de photographes tous aussi talentueux les uns que les autres, et du coup à un moment il faut juste apprécier la photographie. On n'a malheureusement pas le temps de creuser plus. Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, on ne regardait pas forcément justement les noms des photographes. On voyait pas mal de photos dans des magazines à la grande époque, l'âge d'or des photos. On ne se posait pas forcément cette question. C'est vrai qu'on ne devrait peut-être pas autant se la poser aujourd'hui. Malheureusement, on est sur
de l'autopromotion permanente et souvent le photographe a plus d'impact que sa photo, ce qui en soi peut être un problème. Donc c'est vrai que c'est pas mal finalement d'apprécier une photo pour ce qu'elle est. Ce que je te propose à ce moment-là, c'est que si tu retrouves ces images, on les mettra en lien dans l'article qui accompagne le podcast. Ça marche. Vous pourrez en profiter sans commentaire et savourer la photo telle qu'elle a été créée, sans notre parasitage à nous. Question un peu plus technique. Est-ce que tu es plutôt zoom ou est-ce que tu es plutôt focal fixe ? Les deux. Bref. Les deux, oui, ça dépend des sujets. Je suis de plus en plus amené à utiliser des focales fixes parce que je suis passé au mirrorless et le fait d'avoir une petite focale fixe argentique adaptée à un mirrorless fait que c'est très compact et que ça me pousse aussi à me rendre compte que j'ai pas besoin d'avoir un ultra grand angle pour faire ce que j'aime. Donc tu te mets des contraintes, ça te permet d'être plus créatif. Oui, on va dire, voilà, je sors de ma zone de confort. Moi, je m'attendais à focal fixe pour une raison toute simple, c'est qu'il me semble que dans la photographie infrarouge, tu es un peu contraint d'utiliser des optiques plus anciennes. Je suis contraint d'utiliser des optiques qui ont le moins de traitement possible et des schémas optiques simples. Ça n'empêche que l'objectif que j'utilise à 90%, c'est un Canon 16-35 qui régit très bien à l'infrarouge et qui correspond très bien à la plage de mes cadrages habituels. D'accord. Donc ta focale ou tes focales naturelles, c'est plus le 16-35 ? Alors le 16 mm, le 35 mm et le 85 mm. D'accord, c'est ce que tu utilises le plus. À 90%, oui. D'accord. Du coup, la prochaine question, c'est lumière naturelle ou flash, mais j'imagine que dans ton cas, c'est beaucoup plus lumière naturelle. Alors lumière naturelle pour l'infrarouge, lumière au flash pour l'UV, avec des flashs modifiés, parce que la puissance permet de faire des photos dans de bonnes conditions. Je me suis arrêté sur une de tes séries photos, je crois qu'elle s'appelle Underground. Underground. Celle-là est faite au flash. Au flash infrarouge, ouais, dans le métro. Qu'est-ce qui t'a amené à cette série-là ? Une période un peu d'oppression personnelle, c'est-à-dire que j'étais au début de mon activité et j'étais pas très serein financièrement et du coup j'angoissais un peu. Et ces angoisses se répercutaient par une angoisse des lieux confinés. Voilà. Et donc, pour vaincre cette angoisse et pour reprendre raison, on va dire, j'ai voulu faire une série dans le métro, qui est le lieu d'oppression ultime. Pour autant, garder un aspect angoissant, c'est-à-dire plonger le métro dans le noir total et que les sujets soient uniquement éclairés par un flash infrarouge. L'intérêt étant que les passagers, les gens qui se meuvent dans cet espace ne voient pas le flash et donc ne sont pas... C'était la question que je me posais parce que je trouvais ça un peu agressif dans le métro d'attaquer les gens au flash. Avec mes sujets. Et j'étais vachement surpris, que les gens n'avaient pas l'air d'avoir une réaction particulièrement agressive vis-à-vis du flash parce que t'es dans le métro, tu t'attends pas à être photographié et tout d'un coup quelqu'un arrive, te met un appareil photo sous le nez, te met un gros coup de flash dans la tête et j'étais vachement surpris de l'absence de réaction des gens. Effectivement, j'avais pas réalisé que ça pouvait effectivement être un flash infrarouge. C'est l'intérêt du flash infrarouge en fait. D'accord. Alors quand tu dis flash infrarouge, c'est quoi en fait ? C'est un flash qui est modifié également ? C'est qui un est flash filtré pour n'émettre que dans l'infrarouge. D'accord. Donc du coup on voit pas la lumière. Non. D'accord. Filtré, c'est modifié physiquement ou c'est juste un filtre qui est posé par-dessus ? C'est du bricolage. Donc on met sa cellule flash à nu et on rajoute un bout de verre qui filtre uniquement les infrarouges. Enfin, qui ne filtre que pour laisser passer que les infrarouges. J'avais trouvé ça extrêmement surprenant en fait, cette série sur ton site. Et j'ai mis du temps à la comprendre. D'accord. C'était pas quelque chose que j'attendais sur ton site. Oui. Surtout quand on arrive sur les premières photos, qu'on voit des grands paysages. C'est extrêmement surprenant. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos ? Alors, on va dire que je pallie aux limites de mon appareil photo. Comme j'ai une approche très technique et scientifique de la photographie, j'ai vraiment l'approche d'un artisan qui va utiliser la photographie comme une matière première et qui va la modeler suivant ses besoins. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de modifier la logique des scènes que je photographie, c'est-à-dire les éléments, ou créer des ambiances qui n'étaient pas là au moment de la prise de vue.
Après, vu que je suis dans des techniques de niche qui ne sont pas forcément prévues à la base par les constructeurs d'appareils photo, oui, je suis amené à recaler les composantes colorimétriques pour retrouver un rendu cohérent des photos. Mais en soi, non, je ne retouche pas. J'ai tendance à dire que je développe numériquement mes photos, mais je ne les retouche pas. Est-ce qu'on peut dire que tu les équilibres? Je les équilibre, je les ajuste, ouais, tout à fait. Hors photo, c'est quoi tes sources d'inspiration? Tout ce qui me crée des sensations et des sentiments que je ne ressens pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est la musique, beaucoup la musique, et le cinéma. Mais après, le cinéma a quand même un lien direct, direct avec la photographie. C'est juste de la photographie à 30 images secondes. Mais beaucoup la musique pour les ambiances qu'elle crée et les sentiments et les sensations qu'elle crée quand je l'écoute, et qui font que quand je me retrouve dans une scène ou un moment de prise de vue qui me rappelle ces sensations, je fais le lien en fait avec la musique et je me replonge rapidement dans cette ambiance. Voilà. Et ça m'aide à... alors je dis pas que je rentre en transe, mais ça m'aide à avoir comme un guide artistique lors de mes prises de vue. T'écoutes de la musique pendant tes prises de vue ou pas? Non, quand je suis dans mes prises de vue, je suis concentré sur mon environnement qui inclut également les sons. La question suivante, j'hésitais à te la poser, mais en réalité, je pense qu'elle va finalement être assez pertinente. A priori, on pourrait croire que ton activité, c'est beaucoup de moments posés dans le sens où tout est préparé, tout est calme et tu prends le temps de faire tes photos. Mais est-ce que ça t'arrive de faire des photos de moments plutôt réels? En fait, la question exacte, c'est moments réels ou moments posés, mais j'imagine que la majorité, c'est posé. Et pourtant, je pense que dans ta pratique photographique, il y a aussi du moment réel et de l'instant. Alors, il y a eu beaucoup de moments posés. Et au cours de ces 2 dernières années, ces moments posés m'ont aidé à créer des cadres pour capter des moments réels. Voilà. Donc, je me satisfais de moins en moins des moments posés et je veux qu'un moment réel et plus instinctif apparaisse dans ce cadre posé. Donc tu peux installer un cadre posé et attendre qu'il se passe quelque chose, voilà, comme à la dans pêche. cette image, comme à la pêche, comme dans la street photographie, C'est ça. comme dans beaucoup de domaines. Dernière question rapide par rapide, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Je pense aux photos que je pourrais faire. Mais c'est vrai, hein, c'est dramatique, mais je pense. Tu vis photo? Ouais, c'est pas dramatique. Je ne vis pas photo, je vois photo. Je vois photo, c'est-à-dire que je peux très bien être au restaurant avec des amis, avec ma femme, profiter de moments personnels, être en vacances, mais ça ne dure pas très longtemps malheureusement, et j'aimerais pouvoir me déconnecter plus facilement, mais mon regard était tellement, je vais pas dire pollué parce que ça rendrait pas hommage à la photographie, mais était tellement cadré par la photo, façonné par la photographie que chaque instant est une photo potentielle. Voilà. D'accord, donc tu vois un petit viseur en permanence devant toi en te disant tiens, au 35 mm, ça rendrait comme ça. Et le plus dur a été de me convaincre qu'on a le droit de passer à côté d'une photo et de juste regarder l'instant. Qu'il y en aura plein d'autres qui arriveront, qui justifieront que je n'ai pas pris une photo à un instant T. C'est rigolo parce que je pense qu'on voit le monde à peu près de la même manière, mais moi j'ai aucun problème à laisser filer les images. C'est ça. Je suis très... j'aime profiter des moments. Oui. Je pense que le fait d'être photographe et d'avoir tout le temps un appareil photo dans la main fait que j'ai pas... dans mon temps libre, j'ai pas envie d'en avoir un dans la main, très sincèrement. Dans mon temps libre en famille, parce que mon temps libre, je peux faire de la street photographie, tu le sais bien. Je peux faire des photos pour plein de raisons. Je peux faire des films pour plein de raisons. Je peux faire du podcast pour plein de raisons. Mais si je suis avec mes enfants, par exemple, je dois être un des papas qui fait le moins de photos de ses enfants... qui est bizarre compte tenu de mon métier. Ça n'empêche pas de penser photo. Je pense photo, je la vois à l'image, mais j'ai pas de problème à la laisser filer. De temps en temps, je m'arrête, je la fais, mais la plupart du temps, je prends pas le temps. C'est même ma femme qui m'engueule en me disant écoute, ça serait une belle image. Oui, ça serait une très belle image, laisse-moi la savourer. C'est ton job. Oui, j'aime pas c'est ton job où on te tend un appareil photo en disant regarde, c'est ton métier, c'est vas-y. ton moment. Tiens, t'es un anniversaire, on te tend un appareil photo, vas-y, c'est ton boulot. Non. Tiens, c'est ta facture. Laissez-moi profiter des bons moments. On a fini notre rubrique questions rapides par rapide.
Cet épisode vous est proposé en partenariat avec The Exception Photographers, le nouveau concours international de photographes de mariage, avec un line-up de juges exceptionnel pour sa première édition, puisqu'il est composé de Victor Lax, Franck Boutonnet, Eric Hamann et Isabella Tink. Pour déterminer qui est le numéro 1 mondial, finit le classement de fin d'année des gagnants d'Awards. Il y a 4 grands chelems par an, comme au tennis, et chaque place au classement génère un certain nombre de points. Le classement est en temps réel et basé sur les performances de l'année écoulée, soit les 4 derniers grands chelems, et il est donc plus précis et plus juste pour évaluer qui est en tête à tout moment de l'année. Serez-vous le Nadal ou le Djokovic de la photographie de mariage ? En partenariat avec Dans l'œil du photographe, The Exception Photographers vous offre une réduction de 50 € sur l'inscription annuelle, qui est à 99 € au lieu de 149, et 10 entrées gratuites supplémentaires au premier concours qui aura lieu fin mars 2020. Pour en profiter, rendez-vous sur le site theexception.fr, ça s'écrit THEXCEPTION.fr, et précisez dans votre message que vous venez de la part du podcast Dans l'œil du photographe. Vous retrouverez également le lien et toutes les informations dans les notes d'épisode. Foncez participer et faites honneur à la France. On va parler philosophie par rapport à la photo. Cool. Et là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. La première étant, et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'on le voit beaucoup quand j'ai fait des recherches sur toi, on parle de capturer l'invisible et l'imperceptible. Tu te définis comme le photographe de l'invisible et de l'imperceptible. Qu'est-ce que tu entends par là ? On a déjà un petit peu abordé le sujet, mais si tu veux le développer un peu plus. Alors, je vais essayer de ne pas avoir un ton trop prétentieux parce que c'est pas du tout le cas, mais mon but, justement, c'est d'offrir aux gens une vision alternative de leur environnement qui les questionne sur leur faculté à voir le monde et sur le décalage qu'il peut avoir entre ce que eux croient percevoir et la réalité des choses. Donc, leur faire prendre un peu de recul sur la manière dont est construit leur environnement et les événements ou les lieux, les éléments ou les lieux devant lesquels ils peuvent passer chaque jour sans prêter attention. Tu veux dire qu'il y a tout un spectre de choses qu'ils ne voient pas alors qu'ils sont quotidiennement en face. Par exemple, la nature à Paris. C'est pas quelque chose qui frappe à l'esprit quand on pense à Paris, mais la manière dont les arbres et les espaces verts sont disséminés dans Paris répondent quand même à une certaine logique. Et même s'il est plus compliqué qu'à la campagne de profiter de la nature, on peut lever un peu les yeux et profiter des arbres et de la végétation un petit peu. Si on prend un petit peu le temps de profiter de Paris et de se promener sans penser à quelque chose de précis, sans aller quelque part de précis, il y a des choses à voir. Tout à fait. Donc quand tu dis invisible, imperceptible, c'est pas que le spectre lumineux. Alors ce n'est pas juste dans la technique, c'est aussi dans la démarche et la finalité de mes photos. Ça peut être des photos à but informatif, préventif, comme pour la photo UV principalement, ou des photos justement plus contemplatives où les couleurs et les formes prennent le pas vraiment sur un message particulier. J'ai regardé un petit peu ton travail côté plus commercial. Oui. J'ai l'impression que c'est beaucoup sur la peau, oui, tout à fait. Que tu as pas mal de convergence avec les produits de beauté, ce genre de choses. Alors, le domaine de la dermatologie et de la cosmétique, effectivement, sont mes principaux clients. 95% cette fois-ci de mes clients. J'ai pu créer ma niche, je suis content, à force d'expérimentation et de tests. Et aujourd'hui, alors je ne suis pas là pour promouvoir des produits de beauté, je suis principalement là pour faire comprendre aux gens que le soleil et l'environnement impactent leur santé d'une manière dont ils n'ont pas forcément conscience. Et que le capital santé qu'ils ont, et que je peux dévoiler à travers la photographie UV, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Mais qu'il n'est pas trop tard pour avoir des bonnes pratiques. C'est ce qui a inspiré ta série qui s'appelle Le Brut. Brut, tout à fait. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir en vrai, évidemment, ce sera beaucoup plus parlant. Mais c'est des visages en UV ou en infrarouge ? En ultraviolet, oui. En ultraviolet, où on voit absolument tous les défauts de la peau des gens, c'est ça l'idée ? Les défauts. C'est une vue de l'esprit, mais oui, tous les détails de la peau et toutes les zones d'usure de la peau et les endroits qui ne sont plus protecteurs. D'accord, donc d'une série qui, a priori, aurait pu être quelque chose de très informatif,
Oui. pour l'industrie de la beauté. Finalement, tu as fait une série d'art. C'est au spectateur de faire son avis, mais oui, j'avais une démarche artistique quand je l'ai créé, tout à fait. Est-ce que dans ces démarches artistiques, tu essayes de créer par exemple une exposition ou un livre ou quelque chose de ce genre? Exposer mes photos, oui. C'est un de mes axes de travail principaux. Est-ce que tu as déjà exposé? Oui, j'ai déjà exposé dans des biennales, j'ai autofinancé des expositions personnelles, dans des festivals photo également. Le plus dur étant bien sûr de médiatiser mes projets photos, donc d'avoir un réseau de journalistes qui me connaissent et auxquels je peux présenter des projets aboutis et qui ensuite eux vont faire des articles qui vont faire effet boule de neige. Voilà. C'est grâce d'ailleurs à mes premières séries artistiques que j'étais contacté par le domaine cosmétique et dermatologique. À la base, j'ai un statut d'auteur, donc purement artistique. Mais les techniques que j'ai développées pour réaliser mes séries artistiques ont aussi un intérêt pour des professionnels, et donc Commercial. Voilà, commercial. Et ça m'a amené justement à prendre un second statut pour répondre à ce besoin qui représente aujourd'hui les 3/4 de mon chiffre d'affaires. Alors, je t'avais également posé la même question sur le livre, mais finalement, on va rester dans l'écrit. Tu as un blog qui est extrêmement fourni et plutôt intéressant. Je l'ai expliqué dans l'introduction. Moi, je cherchais des informations sur une lentille spécifique. J'ai cherché un petit peu au hasard de Google. Je suis tombé sur un article. Je fais, tiens, cet article, il est pas mal. J'ai commencé à farfouiller un peu dans le blog parce que quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse et qu'il y a des choses intéressantes, tu regardes. Et sur ton site, c'est ton logo, c'est pas ton nom qui apparaît en clair. Et du coup, à un moment, j'ai levé les yeux, j'ai vu ton nom, j'ai fait, mais je le connais. Oui. Du coup, je sais que tu as travaillé un peu dans la formation, tu travailles peut-être encore dans la formation aujourd'hui. C'est quoi ta vision du partage et de la formation aujourd'hui par ton blog, par de la formation que tu peux vendre, par ce podcast où tu peux participer, exposer ta vision des choses? Et alors aussi par la présidence d'une association photo. Également. Et c'est ça qui synthétise vraiment mon approche du partage en photo. Pour moi, le partage en photo, il doit être bienveillant. Voilà, on peut tous critiquer, c'est assez facile d'ailleurs, mais critiquer pour critiquer, je ne vois pas l'intérêt. Critiquer pour élever la personne dans sa pratique, lui ouvrir des nouvelles perspectives, c'est ça qui pour moi est utile dans l'échange photo. Échanger non pas pour copier, non pas pour se comparer, mais vraiment pour s'alimenter les uns les autres. Pour se construire. Pour se construire soi-même. Et parce que l'échange humain, pour moi, est un plaisir que je n'avais pas dans mon travail d'ingénieur et qui m'a aussi amené à devenir indépendant. On a abordé un peu le côté artistique qui a amené finalement le côté commercial de ta société à se développer. Aujourd'hui, comment est-ce que tu répartis ton approche de la photo entre le côté artistique, qui a priori est le cœur de ta spécialité, et le côté business qui se développe? Est-ce qu'ils sont très interconnectés finalement, ou est-ce que c'est deux mondes totalement séparés, lequel prend le pas sur l'autre? Alors, la priorité actuelle pour moi est de manger. Donc, le domaine artistique étant un domaine très sélectif, très basé sur l'entre-soi, il est très compliqué de percer rapidement dans les galeries et autres. Il faut vraiment faire ses preuves. Et donc, actuellement, la majeure partie de mon travail vise à monter des projets professionnels et commerciaux, mais toujours dans l'approche d'aider les autres. Voilà, je fais pas de marketing, je ne suis pas un commercial qui vend des assurances. Je veux que le travail que je fais, le travail commercial et photographique que je fais, ait un lien avec ma philosophie de la vie et ma philosophie artistique. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à construire des projets artistiques sur le long terme en y consacrant de temps en temps quand j'ai un peu de temps. Mais du coup, quand j'ai le temps, je me bloque vraiment une période pour y
travaille à fond. Mais dès que j'ai une demande professionnelle qui arrive, une demande commerciale, eh bien, elle prend le pas. Est-ce que ces demandes commerciales s'appuient quand même encore aujourd'hui sur le côté artistique, ou est-ce que tu as développé une offre commerciale un peu spécifique et qui du coup est plus... comment dire? Est-ce que dans ton approche commerciale, tu as toujours justement ce côté artistique qui doit vraiment être présent, ou est-ce que tu es un peu plus souple, on va dire? Alors, jusqu'à présent, j'ai uniquement été contacté pour l'approche technicienne. C'est-à-dire que lorsque j'interviens sur un tournage de publicité, ou on me demande de gérer la prise de vue UV, mais il y a un directeur artistique qui gère... D'accord, donc tu as quelqu'un par-dessus oui, qui va gérer le côté plus artistique. J'intègre une équipe. Ouais. Je trouve que ta discipline, justement, et c'est de la technique, mais en même temps, c'est une technique qui est un art en soi. C'est tellement spécifique. Oui. Et je trouve que les deux sont indissociables. En fait, la technique et l'artistique, dans ce domaine-là, je les trouve assez indissociables. Et j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut te diriger artistiquement, alors que toi, tu fais un côté technique. Finalement, on va te retrouver quand même dans l'artistique, malgré tout. Parce qu'il me demande toutes les informations liées à mon domaine de spécialité qui pourraient interférer avec leur cahier des charges client. Et vu que les boîtes de production, elles ont une demande client très précise, fixe, voilà. Ils n'ont pas non plus, eux, la possibilité de craquer sur l'artistique. D'accord, donc toi, tu es plus là pour enlever des choses, pour s'assurer qu'il n'y a rien dans leur chemin, voilà. Que pour rajouter je suis là pour faire vision. des prises de vue UV sur des produits qui ont intérêt à être photographiés en UV. C'était ma question suivante. Comment est-ce qu'on vend de la photographie infrarouge et UV? Alors, jusqu'à présent, ce qui est agréable, c'est que je n'ai jamais eu à démarcher. On est toujours revenu à moi parce qu'on m'a trouvé via les articles qui étaient faits sur mes séries artistiques. Ce qui est flatteur en soi, c'est sûr. Et ce qui m'a surtout amené à faire des très très belles prestations, à voyager pour intervenir sur des projets très intéressants. Et l'intérêt de travailler sur des projets audiovisuels aussi via des boîtes de réalisation, des agences de communication, c'est que chaque technicien et chaque intervenant du projet ensuite, lui, il va être amené à travailler dans d'autres boîtes, sur d'autres projets. Et il me garde en tête. Donc ça, c'est cool. C'est une chose que je dis à chaque fois. Moi, je travaille dans l'événementiel, donc j'ai des clients qui sont des agences d'événementiel avec des commerciaux détachés. Et de temps en temps, tu as le commercial qui quitte cette boîte-là, qui va travailler ailleurs. Et à chaque fois que je dis ça, les gens me regardent avec un air disant « Oh là là, mince, t'as perdu ton contact dans la boîte et tout. » Et je dis « Non, mais en fait, c'est une chance parce que cette personne-là, elle va aller ailleurs. Elle peut tout à fait t'emmener avec ailleurs, elle. Toi, tu es installé quelque part. Il y a un petit risque qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive qui va imposer quelqu'un d'autre à ton poste. Mais la probabilité, on va dire à 70%, c'est que tu restes en place là où tu es. Oui. Et que tu sois en plus emmené ailleurs. Donc c'est une bonne manière de développer ces affaires. Et c'est vrai que j'ai jamais compris cette peur des gens de voir leurs clients bouger, alors qu'en fait c'est une opportunité extraordinaire pour moi. Oui, il n'y a pas de peur à avoir le plus de contacts possible. J'ai vu également sur ton site une rubrique valorisation du patrimoine. Ça se passe comment? Est-ce que c'est des choses que toi tu as fait par passion au départ et qui sont devenues pareil des sujets commerciaux par opportunité, ou est-ce que les gens sont venus spontanément vers toi? Alors là, on est clairement dans l'opportunité. C'est-à-dire qu'en 2010, avec un groupe d'amis qui fait aussi de la photographie infrarouge, nous avons passé 10 jours en Dordogne et dans le Périgord, qui est très très riche en patrimoine culturel et végétal. Il y a de très très beaux jardins. Et du coup, j'avais réalisé une série de photographies en infrarouge que j'ai ensuite présenté aux organisations qui gèrent les jardins et aux offices de tourisme, et ce qui m'a permis de signer un contrat d'exposition de 3 années dans un de ces jardins, de cette série photo. Et je trouve que la photographie infrarouge, donc qui marche très bien dans le végétal, permet aussi de valoriser davantage le patrimoine culturel et végétal, d'où le titre de la prestation, en donnant un côté plus féerique et encore une fois alternatif
assez pop qui attire le regard et qui indirectement attire les visiteurs. D'accord. C'est aussi une façon de faire différemment des choses qui ont peut-être été photographiées des milliers de fois. Tout à fait. Est-ce que ta spécialité fonctionne en reportage événementiel ? Je te pose la question parce que je l'ai vu sur ton site également. Tu as photographié Rock en scène ? Oui, alors pour le coup, Rock en scène m'a contacté aussi. Toutes les prestations que j'ai montrées, les gens m'ont contacté. Donc ils m'avaient contacté, oui, pour couvrir l'édition 2018. L'idée étant à l'époque de commencer à donner chaque année une carte blanche à un photographe différent qui a son propre style pour couvrir l'événement. Bon, il semblerait que l'idée n'est pas perdurée, malheureusement, j'espère que c'est pas de ma faute. Mais oui, l'infrarouge, à partir du moment où les contraintes d'éclairage s'accordent avec les contraintes de l'événement, il n'y a aucun souci. Par contre, des événements en intérieur, c'est un peu plus compliqué, effectivement. D'accord, parce que la lumière est artificielle et du coup, Tout à t'as moins fait. Et l'infrarouge est très sensible au flair aussi, donc tout ce qui est éclairage direct, crée des flares, ça devient illisible. Tu me disais plutôt que tu t'étais mis à la photographie argentique. Oui. Que la photographie argentique, du coup, c'était plus compliqué de faire de l'infrarouge. Est-ce que tu fais, au-delà de la photographie argentique, d'autres choses qui ne sont pas liées à ce domaine-là ? Est-ce que tu fais des portraits non argentiques ? Est-ce que tu fais des photos ? Oui. On fait quelques sorties en street photographie ensemble. Est-ce que ces sorties, tu les fais en UV ou en infrarouge, par exemple ? Je les fais en infrarouge pour le fun, en fait. Mais je pourrais les faire en visible, tout à fait. C'est juste que actuellement, l'appareil le plus compact que j'ai est un appareil modifié pour l'infrarouge, du coup, je l'utilise. Je fais un peu de sténopé aussi. D'ailleurs, j'ai commencé l'argentique en faisant du sténopé, juste avec une boîte en bois et un Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le sténopé, c'est se reposer sur la diffraction de la lumière pour créer une image sans objectif, juste grâce à la diffraction de la lumière à travers un trou d'épingle. Ce qui va faire qu'on va avoir une netteté très étendue et en même temps une netteté polluée par la diffraction. Voilà. Donc ça permet d'avoir des scènes donc très, très long temps de pause assez vaporeuses. Voilà. C'est assez intéressant. Pour revenir à la question précédente, donc, qu'est-ce que tu fais hors UV, hors infrarouge ? Je fais de l'architecture, j'aime beaucoup les paysages urbains, même tout ce qui est graphisme urbain, j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs un très bon livre des plus grands architectes et de leurs œuvres qui m'aident beaucoup aussi en photographie à trouver des angles intéressants. Qu'est-ce que je fais ? Des portraits aussi, en studio, des fois des portraits beauté, des shootings. Mais c'est vrai que ma pratique tend à se spécialiser de plus en plus dans l'infrarouge et dans l'UV. C'est ta différence. Oui, c'est ma différence. Je fais un petit aparté parce que ça m'est venu pendant qu'on en discutait, mais il y a un des conseils, je pense, les plus répandus pour les photographes qui débutent, c'est de faire les photos que vous aimeriez faire et ça attirera les clients qui correspondent à ces photos-là. Est-ce que tu dirais que ton activité s'est développée toute seule comme ça, quasiment, quoi ? J'ai pu me permettre au début financièrement de faire tous les projets artistiques que j'avais en tête dans mes années de salariat. Et donc comment dire ? C'est libérateur ? Oui, et puis c'est un confort que tout le monde n'aime pas. Donc si on peut se permettre effectivement de commencer par faire les photos qu'on aime, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ça mette en péril son activité. D'accord. Donc c'est pas ton activité, tu peux t'amuser. Quand ça devient ton activité, tu as tendance à être plus commercial, justement, dans ton approche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réfléchis, par exemple, avant de faire une photo, à ce qu'elle pourrait te rapporter ensuite ? Oui, parce que pour moi, c'est un investissement en temps. Et l'investissement en temps pour une photo que je fais pour le plaisir, c'est du temps que je n'aurai pas pour une activité professionnelle. D'accord. Donc, tout est du marketing, quelque part. Non, tout est dans la mesure. Voilà, on va rechanger de sujet, mais il y a un aspect de toi qu'on n'a pas encore abordé. C'est dans la profession de photographe, ton engagement pour maintenir, j'allais dire, un haut niveau de qualité et d'exigence, mais c'est pas tout à fait ça.
c'est en même temps une forme d'originalité pour chaque photographe, le fait de ne pas copier les autres. J'aime pas le mot militant parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique des pavés en général. Ouais, en général des pavés, mais c'est surtout un militant, c'est surtout quelqu'un qui veut toujours avoir raison, Qui n'a pas de coûte que recul. coûte, et qui va trouver toutes les justifications possibles pour dire qu'il a raison. Mais je trouve que tu es très engagé dans le fait que la photographie doit être de qualité, que chaque photographe doit trouver son style, que la copie des styles des autres n'est pas forcément une bonne chose. Et j'aurais aimé qu'on en parle. On va aborder rapidement, on avait dit qu'on en parlerait un petit peu, sans en faire le sujet de l'émission, de la belle photographie. Oui, donc je vais commencer par le tout début de ta question. Effectivement, je pense que il y a une rigueur de plus en plus dure à tenir aujourd'hui en photographie. Parce que justement, on est noyé par les photos et n'importe qui a un appareil photo, même un téléphone, peut propager ses photos et peut montrer ses photos, peut les exposer au monde. C'est pas parce qu'une photo est beaucoup vue qu'elle est intéressante. Mais actuellement, c'est l'argument d'autorité. Voilà. Elle est beaucoup aimée par la masse, du coup, elle est qualitative, du coup, j'ai du succès. Et on se fiche de savoir si c'est quelqu'un d'autre qui a imaginé cette technique, cette photo, cette Voilà. façon de faire. Je différencie aussi la technique du regard et du style. La technique, tout le monde peut l'apprendre. Personnellement, je n'ai rien inventé. J'ai beau être spécialisé en infrarouge et en UV, je ne conçois pas mes propres capteurs. Je n'ai fait qu'adapter un paramètre à mon besoin et à ce que je voulais faire. Mais la technique, tout le monde peut la maîtriser. Ce qui va faire la différence, c'est la manière de l'utiliser. Donc autant pour moi, et j'estime vraiment que la technique est indispensable. Le manque technique n'est pas une justification. La technique est indispensable, mais elle n'est pas suffisante du tout. Pareil pour le matériel, c'est pas parce qu'on a du matériel haut de gamme qu'on le maîtrise. Il faut avoir le matériel qui est adapté à nos besoins et que l'on maîtrise en fait, pour que la partie matériel et technique ne soit plus un frein et que le seul limite ensuite soit notre créativité. Et donc j'ai aucun problème à échanger sur les techniques, à même faire des tutos gratuitement. C'est pas parce que les gens savent comment je fais mes photos qu'ils vont me copier ou me piquer. Ils le feront, mais tu t'en fiches. Ils le font, mais j'ai quand même mon regard, et ce qui est important pour moi en photo, c'est de partager mon regard. Voilà. Et à partir de là, oui, donc on va embrayer sur la belle photographie. Le fait d'être noyé dans les images, de mon point de vue, a fait que le métier de photographe, la profession de photographe a été nettement dévalorisée. Parce qu'au final, si tout le monde peut faire et montrer des photos qui sont aimées par tout le monde, au final, quelle est l'utilité de payer quelqu'un pour faire des belles photos ? C'est pour ça que être photographe, pour moi, c'est pas juste avoir un siret, c'est avoir une démarche, une logique de réalisation et un univers. Et un œil. Et un œil. Le nom de cette émission. C'est pour ça que ça s'appelle Dans l'œil du photographe. Habile. Et donc, je veux, avec mes moyens, même si ça peut paraître naïf ou un peu candide actuellement, remettre en avant cette expertise et ce savoir-faire des photographes qui ont choisi d'en faire ce métier et de créer des univers et des photographies qui sont belles et qui parlent aux gens et qui sont maîtrisées. Surtout à l'heure actuelle où, pour plein de raisons, le métier de photographe est un peu déstabilisé par différents acteurs. Qu'on n'aimera pas. Pas la faire de pub. Ouais. D'ailleurs, on a voulu s'appeler Ophtalmou à la base, et puis on s'est dit que ce serait trop connoté. Mais donc oui, alors la belle photographie, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet que je mène avec un collègue qui s'appelle Benoît, qui est de proposer justement un espace pour trouver des photographes talentueux dans tous les domaines, pour les clients à la recherche d'un photographe. Et pour les photographes, de montrer de manière élégante leur photographie, toute leur discipline,
et d'être mis en avant, de pouvoir s'exprimer eux-mêmes, tous ceux qui n'auront pas la chance d'être derrière ton micro. Donc, de s'exprimer un minimum sur leur démarche, sur leur philosophie et sur leur univers. Voilà, parce que faire appel à un photographe, c'est pas juste commander des photos, c'est commander un regard. Et donc, il y a un échange humain qui est indispensable. De la part du client pour que le photographe comprenne ses attentes, et de la part du photographe pour que le client sache à quoi s'attendre aussi. Tu veux faire renouer un dialogue entre le client et le photographe. Ouais, c'est ça, vraiment, le dialogue. Le dialogue, et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne voulons pas nous interposer, donc interférer entre le photographe et le client. Ce que nous voulons, c'est que les photographes soient trouvés par des clients dont le besoin correspond à leur discipline, et pour les clients de trouver rapidement des photographes qui répondent à leurs besoins. Après, ce qui se passe entre eux, c'est leur business. On n'est pas indépendant pour avoir quelqu'un au-dessus de nous qui doit nous dire comment faire notre travail. Voilà. Et donc c'est en construction et nous échangeons beaucoup justement avec les autres photographes professionnels que nous recrutons actuellement sur notre groupe Facebook, parce que nous n'avons pas... nous connaissons nos limites en termes de connaissance du métier, et chaque discipline a ses spécificités que nous avons ne pas connaître. Et du coup, c'est en les connaissant et en étant au plus près des difficultés ou des spécificités de chaque photographe que nous serons à même de créer la solution la plus juste et la plus solide. Pour être dans le groupe depuis les jeunes heures du groupe, effectivement, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de participation des uns et des autres. C'est assez rafraîchissant et rassurant de voir l'investissement de chacun d'ailleurs dans un projet comme ça. Tout à fait. Nous, ça nous rassure. Et encore une fois, le but n'est pas de juger les pratiques de chacun, c'est justement de se rendre compte de ce qu'elles sont pour trouver un moyen de les intégrer au mieux. Voilà. On n'est pas là pour dire aux photographes ce qu'ils doivent faire suivant les demandes des clients, parce qu'un client il sera toujours plus exigeant et moins à même de payer une prestation à sa juste valeur, mais justement en renouant le dialogue et en faisant comprendre aux clients ce pourquoi ils payent, je pense qu'on peut arriver à une revalorisation globale de la profession. Merci pour ce partage de ta philosophie et photo et business. Pour toutes ces questions. On n'a pas terminé encore. D'accord, ok. On va juste faire rapidement quel est le pire moment de ta carrière, ta jeune carrière. Oui, ma jeune carrière. Alors, je suis amené à dire que dans notre vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il y a avant tout, enfin, s'il y a des échecs et des réussites, mais il y a avant tout des expériences. Et c'est ce qu'on fait de ces expériences qui comptent au final. Donc l'expérience la moins agréable que j'ai eue, c'était, on m'avait commandé un reportage photo pour illustrer le site web et la communication d'une université à Copenhague. Donc c'est l'ami d'un ami qui m'avait rencardé sur une directrice d'agence de publicité, donc, qui m'avait commandé 30 photos de Paris avec les contraintes suivantes. Il ne devait y avoir aucun symbole de Paris, donc il fallait que Paris soit une ville générique. Neutre. Voilà. Très facile. Un peu compliqué. Et ensuite, que l'environnement urbain soit présent sans pour autant que l'on puisse distinguer les gens, par un souci de droit à l'image. Du coup, je me suis lancé là-dedans de manière très carrée, voilà, en faisant une liste des lieux à visiter tel jour, tel sujet à aborder. Et au final, malheureusement, le client de cette agence n'a pas été très satisfait, donc m'a sélectionné 10 photos sur les 30 que j'avais produites. Avec le recul, effectivement, je n'avais pas donné le meilleur de moi, mais les contraintes et les délais étaient tels que j'avais fait au mieux. Mais on a quand même trouvé un arrangement dans le sens où j'aurais proposé de leur livrer des photos que j'avais déjà réalisées, des photos urbaines qui leur avaient plu en fait dans mon portfolio. En contrepartie. Qui t'ont sélectionné. Il m'avait déjà... Oui, voilà, c'est mon portfolio urbain qui m'avait fait être sélectionné, et du coup j'aurais dit, écoutez, j'ai pas pu vous délivrer des photos qui répondent à vos attentes, mais je peux en contrepartie vous donner un peu plus de ce qui vous a plu. Pour ceux qui nous écoutent, mon approche dans ces cas-là, le problème, quand un problème se pose, en tout cas, la question, c'est pas ah ben mince, c'est raté, c'est comment je fais pour arranger les choses. Je pense que c'est la question, quand on est professionnel,
la plus importante Tout à à fait. poser, parce que des ratages, tout le monde en a. Moi, j'ai 8 ans de boîte. J'ai eu des reportages qui se sont pas très bien passés. J'ai eu des fois où j'ai délégué, où j'aurais pas dû déléguer à ces personnes-là. J'en ai déjà parlé et où ça est revenu me mordre les fesses très très fort. Et la seule et unique question à poser dans ces moments-là, c'est comment est-ce que je peux arranger les choses. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais c'est comme ça que les gens voient que ce que vous faites, ça vous tient à cœur. Oui, je et puis pense. ça montre l'implication que l'on a à satisfaire le client. Ouais. Ça, c'est essentiel, que le client parte avec un bon souvenir, quelle que soit la finalité du projet. Mais en tout cas, ça arrive de se planter. Tout à fait. Il faut être capable Faut de l'accepter. réagir, faut l'accepter, il faut assumer surtout. Éviter de refaire 2 fois la même erreur aussi. Exactement. Par opposition à ma question précédente, le meilleur moment de ta carrière. Bon, ça c'est très facile. C'est la semaine à New York que j'ai passée pour bosser cet été pour Walgreens, qui est une grande chaîne de pharmacie US, qui m'avait mandaté pour faire un shooting UV lors du lancement de leur Summer Event, qui était Save Your Skin, donc une succession d'événements, tout un programme basé sur la protection de la peau à travers les États-Unis, où des dermatologues voyageaient dans des camions pour faire des dépistages du cancer de la peau gratuitement. Et du coup, ils m'avaient mandaté pour faire un shooting à Chelsea, au-dessus de Chelsea Market, dans un studio avec plein de people, de médias et d'influenceuses, pour lancer la communication de manière percutante. Et donc ça m'a permis de passer une semaine à New York. C'est une belle expérience. C'est ultra kiffant. C'est pas tous les photographes qui se retrouvent dans cette position-là. Non. Et là, Tu te sens valorisé, je pense, dans déjà, ces moments-là. oui, qu'ils aient fait appel à un photographe français alors qu'ils sont aux US et que les clients US en général cherchent toutes les solutions américaines avant de passer par. Ouais, puis surtout, c'est peut-être un peu par compliqué, surtout en ce moment, de faire travailler un étranger. Ouais. Aux États-Unis, il y a des problématiques de visa et de choses à régler. Ouais, c'est un peu tendu, mais voilà. Et puis ça m'a fait comprendre que tout le temps passé, tout l'investissement personnel et financier passé à perfectionner une technique, au final, finit par trouver un aboutissement qui est très valorisant. Aujourd'hui, tu as un œil qui est unique. Et on t'a reconnu ça en t'envoyant On m'a à New York. reconnu, ouais. On m'a reconnu pour ma technique et pour mon approche photo. Ça, c'est un beau souvenir. Ouais. Ma dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast? Donc, je t'ai déjà dit que j'avais un peu de mal à enregistrer le nom des photographes qui me plaisent et que ceux que j'ai pu te citer sont intouchables. Je désespère pas. Alors, ma vision des choses là-dessus, c'est que si tu vises pas ça n'arrivera jamais de toute façon. Voilà. Si tu le vises, ça a peu de chances d'arriver, mais va savoir. C'est déjà une chance. Ça peut arriver que tombe par hasard sur le podcast et ait envie de s'exprimer, ou ça peut arriver qu'on devienne très gros un jour et que finalement. C'est tout ce que je te souhaite. Comme ça. J'espère, en tout cas, je le fais sans a priori et parce que j'aime ça. Et j'adore discuter avec des photographes. Et j'espère qu'on te le rend bien. Mais alors, donc, je n'ai pas de nom précis, mais tout ce que j'espère, c'est que ce soit un photographe qui, pareil, m'ouvre des perspectives. Voilà, m'ouvre des perspectives et m'inspire. D'accord. On a parlé de ton actualité, on va la résumer quand même rapidement ici. Et oui. Donc, on a une actualité artistique. Je suis en train de monter un projet qui m'a donné beaucoup de bricolage et qui, donc, à cause des grèves, n'a pas pu trop aboutir actuellement parce qu'il est difficile de faire venir des modèles à un studio. Mais je ne désespère pas de le sortir en mars-avril. Donc ça, je ne vais pas trop en parler. Je me dévoue actuellement à 100% au développement de la belle photographie, au niveau administratif, au niveau professionnel, au niveau des photographes. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout quand on veut bien faire les choses. Est-ce que tu veux donner peut-être les adresses où on peut retrouver des informations peut-être ? Alors, actuellement, on a une landing page qui s'adresse à la fois aux clients qui recherchent des photographes et aux photographes, qui est sur www.label.photo, sans S, qui expliquera synthétiquement et pour aller droit au but, voilà, ce que l'on souhaite faire. Et pour les photographes professionnels, je vous invite à
demandé à rejoindre notre groupe Facebook. Alors je suis désolé, on ne va pas pouvoir, dans un premier temps, accueillir tout le monde. On fait une petite sélection dès le début des profils qui nous apparaissent comme étant les plus pertinents. Les plus pertinents, voilà. Parce que on souhaite mettre en place une offre de lancement et créer un noyau dur de photographes qui nous aideront ensuite à faire grossir la communauté. De manière qualitative. Qualitative, éthique et professionnelle. Toujours. Très bien. Où est-ce qu'on peut te trouver si quelqu'un veut des informations sur toi, si quelqu'un a un projet infrarouge UV à te proposer? Heureusement sur Google. L'adresse de ton site, ton Instagram? Voilà, site Instagram. Ma page Facebook aussi. En général, je suis assez réactif. Je suis toujours prêt à discuter d'un projet sans avoir à éditer un devis avant, en fait. Voilà, tout simplement parler technique et environnement. Technique, toute demande n'est pas sujette à un devis. Voilà, c'est seulement si je suis amené à travailler. Voilà. L'adresse de ton site, c'est quoi? Alors, c'est www.plferrer.photo, cette fois-ci avec un S. Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Oui, c'est ça, mais parce que j'ai beaucoup de photos en fait. Je mettrai tous les liens de ta page web, de ta page Facebook, de ta page Instagram dessus. Et je te remercie d'avoir participé à cet épisode avec moi. C'était très intéressant. Pour la 3e session, c'est un honneur pour moi, vraiment. Je suis très content d'avoir pu m'exprimer ici. Tu as un bel œil et je suis ravi d'avoir eu l'occasion de te faire parler dans ce micro. Et plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Pierre-Louis Ferrer. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que le contenu de cet épisode vous a plu et vous apporte quelque chose. Vous pouvez nous aider à développer notre public de plusieurs façons. En vous abonnant au podcast, en partageant le lien de l'émission sur vos réseaux sociaux avec un petit mot gentil pour la conseiller à vos amis, en parlant de nous et en partageant le lien sur les groupes de photographes dont vous faites partie, en laissant des notes et des commentaires sur votre application de podcast préférée et en contactant les photographes que vous aimez et surtout que vous connaissez. Ne les harcelez pas en mon nom pour leur dire qu'il y a un super podcast qu'ils doivent absolument faire. Ça fait une vraie différence en termes de visibilité et ça nous permet de développer la notoriété de ce podcast et d'avoir plus d'écoute, donc de produire plus d'épisodes et surtout de vous faire visiter l'œil d'invités toujours plus intéressants. Je vous rappelle que je suis aussi et avant tout photographe événementiel et que vous pouvez me retrouver sur mon site julienpasternak.com pour immortaliser vos mariages, bar mitzvah et autres événements entreprises et me suivre sur Instagram ou m'ajouter comme ami sur Facebook. Je vous laisse des liens dans les notes d'épisode pour que vous retrouviez tout ça facilement. C'est tout pour aujourd'hui. Le mot de la fin revient comme d'habitude à Violette et Samuel. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.